10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Official top. Plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Guillaume Neri, France. Constant weight, 123 meters, 3 minutes and 25 seconds. National record attempt. $70 meters. $40 meters. Merci beaucoup, merci pour votre accueil. Donc cette plongée que vous venez de voir, c'est un voyage entre deux inspirations. Un voyage qui commence par la dernière, entre deux inspirations, donc la dernière inspiration avant de partir, et la première inspiration à mon retour à la surface. Cette plongée, c'est un voyage aux frontières des limites humaines, un voyage vers l'inconnu. Mais c'est aussi et surtout un voyage intérieur, où il se passe tout un tas de choses, que ce soit physiologique ou mental. Et c'est ce pourquoi je suis là aujourd'hui parmi vous, pour vous faire partager ce voyage et vous amener avec moi. Donc on commence par la dernière inspiration. Donc cette dernière inspiration, vous avez vu, elle est lente, elle est profonde, elle est intense. Et je termine même par une manœuvre qu'on appelle la carpe, qui me permet d'emmagasiner 1 à 2 litres d'air en plus dans les poumons, en comprimant cet air-là. Je quitte la surface et j'ai à peu près 10 litres d'air dans les poumons. Je viens de quitter la surface et donc le premier mécanisme se met en marche, le diving reflex. Diving reflex, tout d'abord, c'est le rythme cardiaque qui va chuter. Je vais passer de 60-70 pulsations par minute à 30-40 pulsations par minute, quasiment en quelques secondes, presque instantanément. Deuxième effet, on va avoir une vasoconstriction périphérique, c'est-à-dire qu'on va avoir les flux sanguins qui vont quitter les extrémités du corps pour aller alimenter en priorité les organes nobles, les poumons, le cœur et le cerveau. Ce mécanisme-là, il est inné, je ne le contrôle pas. Et vous, si vous vous mettez dans l'eau, même si vous n'avez jamais mis la tête dans l'eau, vous allez avoir ce même mécanisme qui va se mettre en place. Tous les êtres humains, nous partageons cette même propriété. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a en commun ce mécanisme-là avec les mammifères marins. Tous les mammifères marins, les dauphins, les baleines, les otaries, etc. Quand elles plongent en apnée et qu'elles descendent en profondeur, elles ont ce mécanisme-là qui se met en route, de manière beaucoup plus forte, et ça marche beaucoup mieux chez eux, évidemment. Ça, c'est absolument fascinant. Je quitte la surface et déjà, j'ai un premier coup de pouce de la nature qui me permet de partir en toute confiance. Je m'enfonce dans le bleu. La pression, tout doucement, va écraser mes poumons.
Et comme c'est le volume d'air qu'il y a dans mes poumons qui me fait flotter, plus je descends, plus la pression écrase les poumons, moins il y a de volume d'air, plus mon corps chute facilement. Et à un moment donné, arrivé à 35-40 mètres, je n'ai plus besoin de palmer. Mon corps est suffisamment lourd, suffisamment dense pour pouvoir chuter librement dans les profondeurs. Et on attaque ce qu'on appelle la phase de chute libre. Phase de chute libre, c'est le meilleur moment de la descente. C'est pour ça que je continue à plonger, parce que on se sent aspiré par le fond et on n'a besoin de rien faire. Je descends de 35 mètres à 123 mètres en faisant plus aucun mouvement. Je me laisse happer par la profondeur et j'ai la sensation de voler sous l'eau. C'est complètement hallucinant comme sensation, une sensation de liberté qui est extraordinaire. Et je glisse tout doucement vers le fond. Je passe les 40 mètres, 50 mètres, et entre 50 et 60, deuxième palier physiologique qui intervient. Mes poumons arrivent à leur volume résiduel. Le volume résiduel, c'est le volume théorique au-delà duquel le poumon n'est plus censé pouvoir se comprimer. Et là, deuxième phénomène qui intervient, donc c'est le blood shift. Donc en français, c'est érection pulmonaire. Je préfère blood shift. Donc on va dire le blood shift. Le blood shift, c'est quoi le mécanisme? C'est la paroi des poumons qui va se gorger de sang à cause de la dépression pour pouvoir se rigidifier et protéger toute la cavité thoracique de l'écrasement, pour éviter que les deux surfaces des poumons ne collapsent, se collent, s'affaissent. Et grâce à ce phénomène, qui a aussi en commun avec les mammifères marins, je peux continuer à me plonger. 60 mètres, 70 mètres, je continue de chuter de plus en plus vite, puisque la pression écrase de plus en plus mon corps. Et à partir de 80 mètres, la pression devient vraiment beaucoup plus forte et je commence à la sentir physiquement. Je commence à vraiment sentir l'oppression. Vous voyez à quoi ça ressemble? C'est pas joli, hein. Le diaphragme est complètement rentré, la cage thoracique est rentrée vers l'intérieur. Et là, mentalement, c'est vrai il se passe un truc. On se dit, bon, là, c'est pas très agréable. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, si j'ai mes réflexes de terrien, qu'est-ce qu'on fait quand on a une contrainte sur Terre, quand on a quelque chose de pas agréable? On a envie de résister. On se met en opposition, on lutte. Sous l'eau, ça marche pas, ça. Si on fait ça sous l'eau, on risque de se déchirer les poumons, on peut cracher du sang, faire un œdème et la plongée s'arrête, pour un certain temps même. Donc, ce qu'il faut faire avec le mental, c'est se dire, la nature est plus forte, l'élément est plus fort que moi. Je laisse l'eau m'écraser. J'accepte cette pression et je me laisse faire. À ce moment-là, je donne l'information à mon corps, mes poumons, tout se détend, je lâche complètement prise et je me relâche totalement. Et là, la pression m'écrase et c'est pas du tout désagréable. Je sens même une sensation de cocon, je me sens même protégé. Et la plongée peut continuer. 80 mètres, 85 mètres, 90 mètres, 100 mètres. 100 mètres, c'est un chiffre mythique. C'est un chiffre mythique dans tous les sports, c'est un chiffre mythique, natation, athlétisme. Et bien pour nous aussi, pour les apnéistes, c'est un chiffre qui fait rêver tout le monde. Tout le monde veut un jour pouvoir aller à 100 mètres de profondeur. Et c'est un chiffre assez symbolique pour nous parce que les médecins, les physiologistes, dans les années 70, avaient fait leurs calculs. Ils avaient prédit que 100 mètres, c'était la limite, au-delà de laquelle le corps humain ne pouvait pas descendre. Au-delà. Ils avaient prédit que le corps implosait. Et puis, le petit Français, Jacques Mayol, vous connaissez tous Jacques Mayol, le héros du Grand Bleu, est passé par là et il a plongé à 100 mètres. Il a même plongé à 105 mètres. Donc lui, à l'époque, il plongeait en no limit, c'est-à-dire qu'il prenait un poids pour descendre plus vite et remonter avec un ballon, comme dans le film Le Grand Bleu. Aujourd'hui, en no limit, on va à 200 mètres. Moi, je vais à 123 mètres en utilisant la seule force musculaire. Et tout ça, c'est un peu grâce à lui, parce qu'il a bousculé les idées reçues, parce qu'il a balayé d'un revers de la main toutes ces croyances de la théorie, toutes ces limites mentales que l'homme est capable de se fixer. Et il a montré que le corps avait des capacités d'adaptation infinies. Je continue donc ma chute. 105, 110, 115, le front se rapproche. 120 mètres, 123 mètres. J'arrive au fond. Et là, je vais vous demander de participer un peu et de vous mettre un peu à ma place. Vous allez fermer les yeux et vous allez imaginer, vous arrivez à 123 mètres. La surface est très loin. Vous êtes tout seul. Il n'y a quasiment plus de lumière. Il fait froid, un froid glacial. La pression vous écrabouille complètement, 13 fois plus grande qu'en surface. Bon, et là, je sais que vous êtes en train de vous dire, mais quelle horreur! Mais qu'est-ce que je fous là? Mais il est complètement malade. Eh ben non. Moi, c'est pas ça que je me dis quand je suis au fond. Quand je suis au fond, je me sens bien. J'ai une sensation de bien-être extraordinaire. Peut-être parce que j'ai complètement
abandonné toutes les tensions et que j'ai lâché prise. Je me sens bien et j'ai aucune envie de respirer. Pourtant, il y a de quoi être inquiet, hein, vous l'admettez. Je me sens être un petit point, une petite goutte d'eau flotter au milieu de l'océan. Et à chaque fois, j'ai cette image qui me revient en tête, ce pale blue dot. Je ne sais pas si vous connaissez cette image. Ce pale blue dot, ça veut dire le petit point bleu pâle. Donc c'est le petit point qu'on voit là, montré par la flèche. Est-ce que vous savez ce que c'est, ce petit point ? C'est la planète Terre. La planète Terre qui a été photographiée par la sonde Voyager à 4 milliards kilomètres de là, et qui montre que nous, notre maison, c'est ça là, c'est ce petit point qui flotte au milieu du néant. C'est un peu ça la sensation que je ressens quand je suis au fond à 123 mètres. Je me sens être un petit point, un grain de poussière d'étoiles qui flotte au milieu du cosmos, au milieu du néant, au milieu de l'immensité. C'est fascinant comme sensation parce que je regarde en haut, en bas, à gauche, à droite, devant, derrière, et je vois la même chose, ce bleu infini très profond. Il n'y a nulle part ailleurs sur Terre vous pouvez avoir cette sensation-là de regarder partout autour de vous et avoir cette même vision uniforme. C'est extraordinaire. Et à ce moment-là, il y a quand même un sentiment à chaque fois qui remonte à moi, et c'est une sensation d'humilité. Je ressens beaucoup d'humilité quand je regarde cette photo qui était à l'écran juste avant, et quand je me retrouve à cette profondeur-là, parce que je suis rien, je suis un petit bout de rien perdu dans ce grand tout. Et c'est malgré tout complètement fascinant. Je décide de repartir vers la surface parce que c'est pas ma place. Ma place, elle est là-haut, à la surface, et j'entame la remontée. Alors la remontée, c'est assez... il y a un gros choc qui se passe à partir du moment où je décide de commencer la remontée. Tout d'abord, il faut fournir un effort colossal pour s'arracher du fond, puisque le fond m'a attiré à la descente, forcément, il m'attire aussi quand je veux remonter, donc il ne faut pas le mettre 2 fois plus fort. Puis, je suis percuté par un autre phénomène, la narcose. Je ne sais pas si vous connaissez ce phénomène, la narcose, c'est ce qu'on appelle l'ivresse des profondeurs. C'est un phénomène qui arrive chez les plongeurs bouteilles, mais qui arrive aussi chez les apnéistes, qui est causé par l'azote, qui se dissout dans le sang, et qui sème un peu le trouble entre la conscience et l'inconscient. Il y a plein de pensées qui viennent, à droite, à gauche, ça passe, ça virevolte, je ne contrôle plus rien. Ça fait un peu le même effet quand on prend des acides. Alors moi, j'ai jamais essayé, mais si jamais, non, vous avez l'air sage, vous. En tout cas, il paraît que ça fait le même effet quand on prend des acides. Il ne faut surtout pas essayer de contrôler, il faut laisser faire. On ne contrôle rien. Plus on essaie de contrôler, plus ça devient compliqué à gérer. Troisième truc qui se rajoute, l'envie de respirer. Parce que oui, je ne suis pas un homme poisson, je suis un être humain, et l'envie de respirer me ramène à cette réalité. Donc à 60-70 mètres, l'envie devient présente. Et là, avec tout ce qui se passe là, ça peut être très facile de perdre complètement pied et de tomber dans la panique. Et là, en ce moment-là, on peut se dire, où est la surface ? Je veux la surface, je veux respirer maintenant. Et il ne faut surtout pas ça. Ne jamais regarder vers la surface, ni avec les yeux, ni avec le mental. Il faut ne pas se projeter, jamais. Rester dans l'instant présent. Je garde le regard droit devant moi, et la corde, c'est le lien qui me ramène à la surface, et je reste concentré là-dessus, sur l'instant présent. Parce que si je veux me retrouver à la surface, je panique. Et si je panique, c'est fini. Le temps, du coup, s'accélère. Et à 30 mètres, ça y est, enfin, délivrance, je ne suis plus seul. Mes apnéistes de sécurité, mes anges gardiens me rejoignent. Ils partent de la surface, on se retrouve à 30 mètres et ils m'escortent dans les derniers mètres, là où potentiellement les problèmes peuvent arriver. Et à chaque fois, je me dis, quand je les vois, c'est grâce à vous, c'est grâce à eux que je suis là, c'est grâce à mon équipe. C'est une deuxième piqûre de rappel d'humilité. Sans eux, sans mon équipe, sans tous les gens autour de moi, l'aventure des profondeurs serait impossible. L'aventure des profondeurs, elle est collective avant tout. Et donc je suis heureux de terminer ce voyage avec eux, parce que c'est grâce à eux que je suis là. 20 mètres, 10 mètres, mes poumons retrouvent leur volume tout doucement, la poussée d'Archimède m'accompagne vers la surface. 5 mètres avant la surface, je commence à souffler l'air pour pouvoir n'avoir qu'à inspirer dès que j'arrive à la surface. Et j'arrive à la surface. L'air rentre dans mes poumons. C'est une renaissance, une délivrance.
Parce que oui, ça fait du bien. Le voyage est extraordinaire, mais oui, j'ai besoin de ressentir ces petites molécules d'oxygène qui reviennent alimenter mon corps. C'est une sensation extraordinaire, mais à la fois, c'est un petit traumatisme. C'est un choc pour les sens. Vous imaginez ? Je passe de l'obscurité à la lumière du jour. Je passe du quasi-silence des profondeurs au brouhaha. Au niveau du toucher, je passe d'un toucher velouté, tout doux, de l'eau, à l'air qui va frotter mon visage. Au niveau du goût, au niveau de l'odorat, il y a cet air qui s'engouffre dans mes poumons. Les poumons se déploient aussi à leur tour. Ils étaient complètement écrasés 1 minute 30 avant, et là ils se déploient. Donc tout ça, ça bouleverse quand même pas mal de choses. Et il me faut quelques secondes pour venir à moi, pour être bien présent. Et pourtant, il faut que ça aille vite parce que j'ai les juges en face de moi qui sont là pour valider ma performance. Et je dois leur montrer que je suis en parfaite intégrité physique. Vous avez vu sur la vidéo, je fais ce qu'on appelle le protocole de sortie. À peine je sors de l'eau, j'ai 15 secondes pour enlever mon pince-nez, faire ce signe et dire « I'm OK ». En plus, on me demande d'être bilingue. Après tout ce que je viens de faire, c'est pas sympa. Et une fois que le protocole est fini, j'ai le carton blanc des juges, et là c'est l'explosion de joie, et je peux enfin vraiment profiter de ce qui vient de se passer. Donc le voyage, là que je viens de vous décrire, c'est la version un peu extrême de l'apnée. Et heureusement, l'apnée, c'est pas que ça. L'apnée, c'est pas que ça, et c'est loin d'être que ça. Et depuis 2-3 ans, j'ai décidé d'essayer de montrer un autre visage de l'apnée, parce que quand on parle de l'apnée, souvent dans les médias, on parle que des compétitions, on parle des records, et l'apnée, c'est pas que ça. L'apnée, c'est être dans l'eau, c'est être bien dans l'eau, et l'apnée, c'est extrêmement esthétique, c'est très poétique, c'est très artistique. Alors on a décidé avec ma compagne de faire des films pour essayer de montrer un autre visage. Et pour vous donner envie, surtout, d'aller dans l'eau. Alors ces quelques images, je vais vous les montrer, et je vais faire ma conclusion sur ces images. Donc c'est un patchwork de belles images sous l'eau. Et pour vous dire que si vous essayez un jour d'arrêter de respirer, vous allez vous rendre compte qu'arrêter de respirer, c'est aussi arrêter de penser. C'est calmer son mental. Notre mental, au XXIe siècle, il est mis à rude épreuve. On est surmené tout le temps, on pense à 10 000 à l'heure, on est agité en permanence. Et pouvoir se mettre en apnée, c'est, à un moment donné, calmer ce mental. Se mettre en apnée dans l'eau, c'est avoir la chance de goûter à l'apesanteur. Être sous l'eau, flotter, relâcher complètement son corps, toutes les tensions de son corps. C'est le mal du XXIe siècle, hein. On a mal au dos, on a mal à la nuque, on a mal partout, parce qu'on est tout le temps stressé, on est tout le temps en tension. Vous vous mettez dans l'eau, vous vous laissez flotter, comme dans l'espace, et vous vous relâchez complètement. Sensation extraordinaire. Vous vous retrouvez enfin en tête à tête avec votre corps et avec votre mental, avec votre esprit. Tout est apaisé, tous ensemble. Être en apnée, apprendre à faire de l'apnée, c'est aussi apprendre à bien respirer. On respire de notre premier souffle à la naissance à notre dernier souffle. L'apnée, ça rythme notre vie. La respiration rythme notre vie. Donc apprendre à mieux respirer, c'est apprendre à mieux vivre. Être en apnée, en mer, sans aller à 100 mètres, aller à 2-3 mètres, mettre un masque, mettre une paire de palmes, c'est aller regarder un autre monde, un autre univers complètement féerique, voir des petits poissons, voir des algues, voir la faune, la flore, et pouvoir observer ça en toute discrétion. Vous glissez sous l'eau, regardez, revenir à la surface, ne laissez aucune trace. C'est une sensation extraordinaire de pouvoir faire corps avec l'élément comme ça. Et si je dois donner vraiment le mot de la fin, faire de l'apnée, se mettre dans l'eau, retrouver ce milieu aquatique, c'est se reconnecter. Vous l'avez vu dans la présentation, j'ai beaucoup parlé de cette mémoire du corps qui date de millions d'années, de nos origines aquatiques. Le jour où vous replongerez dans l'eau, vous vous mettrez en apnée pour quelques secondes, vous vous reconnecterez à ces origines-là. Et je vous garantis que c'est absolument magique. Donc je vous encourage à essayer. Merci.